Bonjour à tous, comme promis, comme prévu, on continue sur le chapitre 4, propriété privée et services social, la distribution de la richesse, de l'ouvrage donc Nouvel ordre social de Meredith Atkinson, que j'ai traduit pour la première fois en français, qui est disponible sur le QR code qui s'affiche et dans le lien qui est en description. Il est indéniable qu'une grande partie du schisme social est directement due aux inégalités criantes dans la distribution de la richesse. Aucun économiste ne manque de reconnaître que le système industriel actuel a engendré une forme de société qui permet ouvertement des extrêmes de richesse et de pauvreté et impose à la plupart des hommes la nécessité de participer à une lutte compétitive qui les démoralise et les dégrade, rendant extrêmement difficile toute élévation générale de la race. Le cri du socialiste, production pour l'usage et non pour le profit, doit être accepté comme un idéal bien plus fin que le principe du laisser-faire, qui a opéré à l'évidence et de manière terrible au détriment de l'ensemble de la race humaine. Mais les socialistes ont sérieusement affaibli leur cause en refusant de donner le crédit qui leur est dû au système concurrentiel pour ses réalisations remarquables dans le maintien d'un système complexe d'approvisionnement de milliers de biens provenant de toutes les parties du monde, afin de rendre possible la vie quotidienne de centaines de millions d'êtres humains. Que cela produise par ailleurs une quantité terrible de mal et d'inefficacité sociale ne doit pas nous aveugler sur le bien qu'il a accompli et sur la nécessité d'un examen sérieux de tout substitut proposé du point de vue de sa capacité à mieux répondre aux exigences du monde. Malheureusement, cependant, une fois que nous avons dit tout ce qui peut être dit en faveur du système concurrentiel, son coût humain apparaît si épouvantable que d'innombrables réformes sociales sont conçues pour éliminer ou atténuer ces effets néfastes. Nous sommes confrontés au problème d'organiser la société industrielle de manière à garantir à tous les producteurs des conditions d'hygiène parfaites, une quantité suffisante de biens nécessaires et la possibilité d'exprimer leur capacité individuelle. Un fait de première importance, qui reçoit à peine l'attention qu'il mérite, est que dans les pays où l'investigation nécessaire a été faite, on peut démontrer que le revenu national total, s'il était réparti également, ne donnerait qu'environ 4 livres par semaine et par famille. Donc en 1919, en petite parenthèse, date de l'ouvrage initial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment assez de richesses produites pour satisfaire les besoins naturels de la nation civilisée moyenne. Cela est dû cependant, non pas à l'incapacité des travailleurs à travailler suffisamment dur, ni à un réel manque de ressources matérielles, mais au fait que la société industrielle n'a jamais été organisée pour fournir un minimum de confort à chaque membre de la communauté. Qu'une telle société puisse être ainsi organisée avec relativement peu de réflexion supplémentaire est sûrement clair à partir des immenses améliorations de la productivité réalisées au cours de la dernière génération. Les nations qui ont supporté l'énorme pression sur leurs ressources imposées par les exigences de la guerre pourraient facilement supporter le poids d'un programme de reconstruction, tel que je vais bientôt l'exposer, car non seulement le coût économique serait faible comparé à la charge de la guerre, mais l'effet pratique et immédiat d'un tel schéma de réforme serait une énorme augmentation de l'efficacité économique et sociale de tous les citoyens, et en particulier de ceux des classes ouvrières, qui n'avaient auparavant pas bénéficié des conditions minimales du bien-être humain. Il n'y a pas d'espoir de rendre ce programme efficace en prêchant simplement des principes de bonne action sociale. La description de ces principes est destinée à servir d'indication vers l'autoroute du progrès et à suggérer l'objectif sur lequel nous devrions fixer notre regard si nous voulons faire des efforts partiels, que nous envisageons une contribution à un schéma plus complet de reconstruction sociale, au lieu du patchwork trop inhabituel que les réformes sociales ont semblé être dans le passé. Avant d'essayer de nous attaquer à leurs remèdes, énumérons les principaux maux qui résultent d'une distribution inéquitable et injuste de la richesse. La possession de revenus non mérités crée des groupes puissants et privilégiés au sein de la société, dont l'intérêt est fortement exercé en faveur du maintien du statu quo, c'est-à-dire ils veulent que les choses restent comme elles sont, et ont toujours été, et dont la vie de luxe et d'oisiveté est vécue aux dépens d'un grand nombre d'autres êtres humains. La vie d'une telle classe offre pour la plupart le pire exemple à ceux qui sont moins fortunés et abaisse le ton général de la communauté par l'encouragement d'un travail inutile et de formes de dépenses nuisibles.
Je me souviens du savant distingué qui a causé une tempête dans l'église anglicane, il n'y a pas si longtemps, en demandant la suppression dans le livre de chants du vers, je cite, « L'homme riche dans son château, l'homme pauvre à sa porte. Dieu les a créés hauts et bas et a ordonné leur état. » Une telle fatalité pernicieuse est le résultat direct de l'existence dans la société d'une classe privilégiée, qui a imposé à la pensée humaine sa propre éthique inhumaine et égoïste. Je suis pleinement conscient de l'immense contribution au progrès faite par certains des membres les plus distingués des classes oisives. Mais ces hommes ne forment pas plus qu'une infime fraction de leur classe, et même ainsi, le coût humain pour les produire est entièrement hors de proportion avec l'utilité humaine qu'ils ont fournie. Nous pouvons crier avec Browning « Ô Dieu, ne fais plus de géants, élève la race ». Pas le moindre de ces mots est l'existence de deux classes oisives aux extrémités opposées de l'échelle sociale. Les deux sont démoralisées, l'une par un loisir luxueux, l'autre par une pauvreté contrainte. Leur existence a imposé à la pensée sociale un respect malsain pour les personnes de moyens intermédiaires, indépendants, et un mépris tout aussi infondé pour les chômeurs frappés par la pauvreté. Pour cette dernière condition, le Parti du travail pousse à l'adoption du droit au travail. Il est tout aussi nécessaire de remédier à la première en imposant le devoir de travailler. L'irrégularité de l'emploi et l'insécurité économique générale abaissent le niveau de vie de l'ensemble des familles de la classe ouvrière. Un petit revenu stable est infiniment mieux pour une telle famille que le même revenu annuel distribué par à-coups. Les hommes d'affaires disent que la certitude est le sang vital du commerce. Le travailleur pourrait bien dire que la régularité et la sécurité sont les fondements mêmes de son bien-être. Notre programme de reconstruction s'efforce de montrer le chemin vers une telle assurance. L'estime de soi et le bien-être moral du travailleur sont dégradés par les conditions de son travail dans la plupart des industries. De longues heures et un travail excessif sont la condition générale de vastes nombres de la classe ouvrière. Leur dépendance presque totale à la volonté de leur employeur érode leur estime de soi et suscite leur ressentiment. Toujours valable, petite parenthèse, en 2025, il y a eu des statistiques qui ont été faites, un sondage qui montre que, et encore, je trouve le chiffre assez faible, que 80% des actifs sont frustrés et malheureux au travail en France. Comment allons-nous reconnaître la société industrielle de manière à abolir ou minimiser ces maux, tout en permettant à l'intérieur de la structure sociale des opportunités pour l'exercice de ces fortes impulsions vers la satisfaction de l'intérêt personnel, tournant ainsi au mieux l'énergie combative et l'amour de l'entreprise et de l'aventure, qui dans un environnement moins moralisé se dépensent de manière indésirable ? 2. L'éthique de la propriété privée. Il est impossible de s'attaquer à la guérison du schisme social sans discuter de la moralité de l'institution de la propriété privée. C'est une question si controversée, touchant les intérêts de groupes si puissants et de tant d'individus, qu'il est presque impossible de mener une discussion publique à ce sujet sans malentendus et préjugés sérieux. Mais cela doit être tenté si la reconstruction doit signifier quoi que ce soit. Parmi les nombreux efforts avancés pour justifier la propriété privée, nous devons distinguer soigneusement entre moralité et opportunité. On peut soutenir avec un certain degré de vérité que l'histoire prouve l'efficacité de la propriété privée à fournir le plus grand stimulus à l'effort productif. Autrement dit, l'énergie humaine dépensée dans le passé et dans le présent pour la production de richesses serait considérablement réduite si l'institution de la propriété privée devait être abolie. Bien que ce soit un argument d'opportunité, il peut être élevé au rang de moralité s'il peut être démontré que, sans propriété privée, la base matérielle nécessaire à une haute civilisation serait gravement menacée. Sur ce point important, nous devons essayer d'arriver à une certaine conclusion. Il y a bien sûr eu un temps dans la société primitive où la portée de la propriété privée était extrêmement limitée. La propriété privée dans la terre s'est développée lentement, et finalement, les bestiaux, les bâtiments et les biens meubles, donc contraire d'immeubles, ont été ajoutés à la liste jusqu'à ce qu'aujourd'hui il y ait très peu sur toute la Terre qui ne soit pas déjà propriété privée ou en voie de le devenir sous peu. Quelle que soit notre opinion sur l'institution elle-même, il n'est pas douteux que cette extension universelle de la propriété privée soit hautement indésirable.
Avec le droit de propriété privée sont liés les droits de pérennité, d'héritage et de libre disposition. Ces droits entraînent inévitablement bon nombre des maux déjà discutés sous le titre de distribution de la richesse. Ils ont rendu possible l'accumulation de fortunes énormes et la domination conséquente de la vie de la vaste majorité des hommes par un nombre comparatif restreint. Le gain humain qui découle d'une telle institution vaut-il le coût humain indéniablement immense ? La réponse ne se trouve pas dans l'abolition en bloc de la propriété privée, ni dans l'alternative de laisser les choses telles qu'elles sont. En fait, chaque communauté a longtemps cherché à réduire ces maux par de nombreuses formes d'interférence avec la richesse privée. Le mal le plus enraciné est le culte presque universel de l'argent. Aucune réforme mécanique ne peut s'en débarrasser. Pourtant, nous pouvons faire beaucoup pour éliminer les maux concrets de la propriété privée. Je discuterai plus tard des revendications du socialisme et du syndicalisme pour résoudre le problème global. Pour l'instant, concentrons-nous principalement sur la possibilité d'autres changements. La propriété qui est entièrement le produit du travail d'un homme n'est pas susceptible de poser un sérieux danger social. Mais partout où de grandes accumulations de richesses sont trouvées, le plaisir de sommes importantes provenant des intérêts sur l'argent prêté devient une menace réelle pour la société. Là encore, nous avons dû choisir jusqu'à présent entre les alternatives insatisfaisantes du socialiste, qui abolirait tous les intérêts, et du capitaliste, qui considère même l'impôt sur le revenu comme une intrusion nuisible sur les moyens de production. Dans la société telle qu'elle est actuellement constituée, l'abolition totale des intérêts paralyserait notre mécanisme économique. Mais il est au moins un mal égal de permettre aux millionnaires de recevoir le même taux d'intérêt sur les derniers 100 livres de son million que sur les premiers cents. La société reconnaît faiblement cela par l'imposition de la supertaxe, mais le montant de la richesse excédentaire retourné à la communauté par ce moyen n'est qu'un tout petit pourcentage de ce qu'il pourrait être, avec le plus grand bénéfice pour la communauté, et aucun préjudice pour la production. Car une telle richesse excédentaire, il faut le rappeler, est principalement rendue possible uniquement en sous-payant les producteurs et en exploitant le public consommateur. Alors, ou sous-payer les producteurs ou sous-traiter. Parmi toutes les formes de propriété, la propriété privée de la terre est la plus nuisible et tyrannique, et la moins nécessaire sur quelque base que ce soit. Je n'ai pas en tête la terre sur laquelle un homme construit son foyer, ni aucune terre pour un tel plaisir immédiat, ou même la quantité de terre travaillée ou cultivée sous une supervision personnelle, mais plutôt les vastes étendues de pays et les propriétés minières dont la valeur économique n'a que peu de relation avec l'effort ou le capital dépensé par les propriétaires. Alors, petite parenthèse, ça fait penser à l'histoire du développement des fast-food McDonald's. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti sur ça en 2016, en 2020, pardon, qui nous montre bien que ce monsieur Kroc est arrivé, il a été stupéfait par l'organisation optimale du premier fast-food des frères McDonald's, et petit à petit, en fait, il a développé l'idée, avec l'appui des banques, il a ouvert plein d'autres fast-food dans tous les États-Unis, et il a fini par être conseillé par un avocat qui lui disait que sa véritable richesse résidait dans les terrains qu'il avait acquis, et que pour McDonald's, et que en possédant les terrains, s'il possédait les terrains des futures acquisitions, eh bien, il pourrait faire pression sur les propriétaires des franchises, les franchisés, si jamais ils ne respectaient pas le contrat. Et ainsi, il pourrait mettre fin au contrat. Et donc, c'est comme ça que, évidemment, McDonald's s'est développé. Fin de la parenthèse. Les parcelles urbaines peuvent également être citées comme des propriétés de ce type. Je pense qu'il est généralement admis que ce type de propriété privée est extrêmement nuisible à la société. L'une des difficultés sur le chemin de la réforme est que le Parlement a pendant des siècles sanctifié cette forme de propriété privée. Le problème pratique de rendre à la société la propriété du sol sans réduire sa productivité économique est d'une immense difficulté. Une réforme entièrement souhaitable et pratique est l'augmentation progressive de l'impôt foncier sur les valeurs non améliorées jusqu'à ce que la communauté puisse bénéficier de l'ensemble du surplus social que son progrès a créé.
Une autre question sérieuse est celle de l'héritage. On soutient généralement que sans l'incitation de prévision pour leurs enfants, les hommes ne travailleraient pas aussi efficacement et énergiquement. Il est impossible de mesurer l'ampleur réelle de ce sentiment. C'est-à-dire qu'en gros, petite parenthèse, quand les gens n'ont pas d'enfants, en tout cas à l'époque, les gens créent beaucoup moins de richesse et de travail s'ils n'ont pas à transmettre. Fin de la parenthèse. Bien que chaque parent affectueux soit animé dans une certaine mesure par ce motif, on ne peut pas dire combien de ce sentiment resterait si la communauté assurait à chaque enfant les conditions économiques et sociales qui, en cas de décès du soutien de famille, seraient nécessaires pour lui donner la pleine opportunité d'atteindre son statut approprié dans la société. Encore une fois, nous ne savons pas combien un homme qui cherche à amasser une grande richesse est motivé par le simple désir du pouvoir que sa possession lui confère. L'intérêt pour le travail et pour lui-même est un autre motif dont la force est impossible à mesurer. Au total, je ne peux donc offrir aucune conclusion définitive sur le droit ou l'opportunité de l'héritage, sauf à déclarer qu'il est très indésirable que le droit d'héritage s'étende suffisamment pour permettre à un héritier d'acquérir une influence dominante sur la vie d'un grand nombre d'êtres humains. L'imposition de lourds droits de succession, si elle est administrée selon un plan sensé qui causerait le moins de préjudice possible aux entreprises existantes, est l'un des meilleurs moyens actuels de réduire les maux d'héritage. La supertaxe lourde en est une autre. La grande confusion mentale qui existe concernant la propriété est bien représentée par le revival moderne de l'ancienne idée que cette propriété est justifiée si le propriétaire la considère et l'utilise comme un trust social. C'était le point de vue des socialistes chrétiens au début du XIXe siècle. C'est le point de vue avancé par M. Andrew Carnegie, le donateur de bibliothèques publiques et le généreux promoteur de la paix internationale. Il y a une tragique ironie dans le spectacle d'un homme dont la richesse énorme a été acquise dans des conditions qui ont aggravé le schisme social, petite parenthèse, Carnegie avec les chemins de fer et le métal, et Rockefeller avec les puits de pétrole, tenus d'une main de fer, à racheter tous les petits comme ça, à créer des crises pour pouvoir racheter les petits, fin de la parenthèse, et impliquer l'ignorance et la dégradation de ces travailleurs, fournissant maintenant des installations pour l'éducation de ces mêmes travailleurs, et utilisant également une richesse largement acquise grâce à l'existence de rivalités internationales pour promouvoir la paix internationale. Cet apparent effort pour réconcilier la recherche impitoyable de la richesse avec l'octroi de mouvements en faveur de l'unité humaine ne fait qu'aggraver le ressentiment des travailleurs et repousser toutes les personnes de bon sens. Nous ne pouvons pas séparer les origines de la richesse de son utilisation. La condescendance connue sous le nom de charité, aussi réelle que soit le sentiment qui l'inspire, est défectueuse en tant que forme d'aménagement social, car elle suppose une relation erronée entre la classe donatrice et la classe receveuse. Cela n'est pas incompatible avec la doctrine selon laquelle il est plus béni de donner que de recevoir. Car si l'attitude sociale envers le don était ce qu'elle devait être, rien ne serait plus naturel que la fraternité humaine dans laquelle l'échange de biens se ferait volontiers et librement selon les besoins des autres. Nous pouvons conclure par conséquent que l'institution de la propriété privée est mauvaise dans sa portée et ses effets, plutôt que dans son principe fondamental. De plus, il est tout à fait impraticable d'abolir la propriété privée à l'étape actuelle de l'évolution humaine, donc en 1919. Nous pouvons cependant réduire considérablement les maux qui en découlent et faire beaucoup pour empêcher son utilisation à l'exploitation des êtres humains et diriger ses usages vers des fins sociales. Les économistes médiévaux, qui semblent avoir débattu très soigneusement de la question de la propriété, ont finalement rejeté l'idée de Platon sur la propriété commune et l'utilisation privée en faveur de l'idée d'Aristote sur la propriété privée et l'utilisation commune, qu'ils considéraient comme plus adaptée à ce monde de travail. Propriété donc privée et utilisation commune. Ils pensaient que la propriété commune convenait à une communauté religieuse, chaque membre de laquelle acceptait une discipline, mais pas à ceux qui n'étaient pas prêts à le faire. Cela contient le cœur de la difficulté. L'abolition de la propriété privée imposerait à la société actuelle une discipline tout à fait rigoureuse, beaucoup trop rigoureuse pour être supportée. Un plan plus sage serait de pallier les pires effets du système de manière à éduquer progressivement les hommes vers une vision plus sociale de la propriété. 3. L'intérêt personnel et le service social.
L'affirmation selon laquelle les instincts d'intérêt personnel et d'émulation, formant ce que l'on appelle généralement la nature humaine, s'opposeront toujours à tout état idéalisé mérite bien sûr un examen sérieux. Aucune société ne peut prospérer qui ne parviendrait pas à offrir suffisamment de champ à ses énergies et à impulsions communes. La question de savoir si la nature humaine est capable de répondre correctement à un environnement fondé sur des canons d'équité et de justice est une question qui ne peut être entièrement résolue sans une expérience beaucoup plus longue des changements partiels déjà effectués. Jusqu'à présent, ceux qui soutiennent que les propositions d'abolir la pauvreté, d'augmenter les salaires et d'améliorer les conditions de travail, d'interférer avec et de confisquer la propriété privée, et d'autres empiètements sur la richesse, sont fatalement susceptibles de nuire à l'incitation à l'effort individuel et de causer plus de mal que de bien, ont eu une influence prépondérante sur l'esprit social. Tout en admettant que des réformes sociales trop drastiques sont certaines d'affaiblir au moins temporairement le mécanisme de production et la force de l'énergie humaine, il faut aussi souligner que même pour des motifs purement égoïstes, le système actuel ne tire pas le meilleur de l'être humain moyen. En effet, le gaspillage du pouvoir intellectuel et d'énergie permis par la compétition est l'un de ses défauts les plus frappants. Il est certain que la société industrielle pourrait être infiniment mieux organisée qu'elle ne l'est actuellement, même si son seul motif était un maximum de production. Une question beaucoup plus difficile à répondre est de savoir si une telle reconstruction économique induirait ou serait accompagnée d'un changement fondamental d'esprit qui favoriserait la coopération sociale plutôt que la concurrence individualiste. Il semble impossible de dire quels changements dans ce sens résulteront des changements matériels dans la structure de la société industrielle. Les départements des services publics n'offrent guère d'encouragement à l'idée que la sécurité économique induit un haut degré de sens public ou d'efficacité individuelle. Mais nous devons nous rappeler que les conditions des services publics dans tous les pays ont elles-mêmes cruellement besoin de réformes, et que leurs départements sont infectés par presque la même erreur d'attitude que l'entreprise commerciale ordinaire. Il est sûr de dire que dans tous les domaines de l'activité humaine, privée et publique, nous venons à peine de commencer à améliorer l'environnement économique afin de réagir sainement à l'esprit social de l'individu. Chaque amélioration dans l'organisation industrielle nous donne une plus grande chance de libérer les énergies humaines pour la culture des aptitudes plus artistiques et intellectuelles. Quel serait l'effet de telles réformes ? Personne ne peut le dire. Mais il est certain que personne ne voudra nier que, pour de simples raisons de justice humaine, elles devraient être tentées, et tant qu'elles sont conçues pour conduire les hommes de manière continue le long de l'autoroute, sans trop solliciter la nature humaine de leur stade particulier d'évolution, le danger social de telles réformes sera minimisé. Il est certainement possible de diriger les énergies égoïstes de l'homme vers des formes d'expression qui, tout en offrant le plus grand jeu pour l'individualité, aboutiront à un minimum de préjudice social. Actuellement, une grande partie du travail et de l'énergie supposément précieux doit être déployée pour sauver l'individu de la pauvreté, alors que s'il était assuré d'une suffisance minimale de nécessité, petite parenthèse, c'est là toute la question du revenu universel, ces impulsions énergiques pourraient être incitées à opérer en émulation avec tous ses semblables sur un plan supérieur de compétition, c'est-à-dire faire évoluer la conscience un petit peu. Si chacun était capable, si chacun avait la trésorerie suffisante pour pouvoir faire ce qu'il aime faire au quotidien, quoi. Fin de la parenthèse. Chapitre 5. L'agitation industrielle et les besoins des travailleurs. 1. Cause de l'agitation industrielle. Le phénomène connu sous le nom d'agitation industrielle existait longtemps avant la guerre et ne peut être écarté comme étant simplement périodique. Ni l'augmentation du coût de la vie, ni l'agitation des syndicats ne fournissent une explication complète. C'est quelque chose de bien plus profond qu'un simple mécontentement passager, et beaucoup plus difficile à résoudre que par de simples augmentations de salaire. De plus, cette agitation n'est pas limitée à un petit nombre de travailleurs, bien que son expression puisse leur être réservée. Le fait est qu'à travers le monde, la vaste majorité des travailleurs est très insatisfaite du système économique actuel, le considérant comme injuste envers le travail et convaincue qu'un changement fondamental doit intervenir. Si on demandait à un travailleur intelligent de faire part de ses objections au système économique actuel, il répondrait que la distribution de la richesse est inéquitable et que les conditions de travail sont injustes. Les inégalités sont trop flagrantes pour être niées. Elles ne correspondent pas du tout aux inégalités de capacité ou de service.
De plus, le travailleur nie que la propriété est un droit aussi juste à un dividende que celui de la capacité. L'ouvrier moyen ne croit pas, bien sûr, en une redistribution égale, mais seulement en une rémunération correspondant à la véritable valeur économique des services rendus. Il soutient que les gros revenus résultent généralement de positions privilégiées plutôt que de réelles compétences ou services, permettant à leurs bénéficiaires de contrôler en grande partie les travailleurs et leurs revenus. Il est encore soutenu par beaucoup que le prix du travail devrait être fixé par des négociations libres entre employeurs et travailleurs. Cette prétendue liberté a toujours été niée par les travailleurs, qui affirment qu'étant donné que le pouvoir économique réside prépondéramment entre les mains des employeurs et des capitalistes, il ne peut y avoir de liberté de contrat entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas de capital. La position stratégique supérieure relève du capital, dans le contrôle des matières premières, la propriété des machines et des brevets, la domination des conditions du marché et l'organisation et la formation du travail. En tant que paiement pour les services rendus, la rémunération de l'employeur n'est pas contestée par l'ouvrier moyen. Mais il est pleinement conscient que les récompenses de l'entreprise et du travail vont trop souvent aux spéculateurs ou à l'actionnaire. Et ainsi, la distribution de la richesse, même en admettant que le capital devrait obtenir sa part, est honteusement déséquilibrée. 2. Syndicalisme et industrialisme. À travers le syndicalisme, les travailleurs ont toujours cherché à prévenir l'exploitation de leurs faiblesses fondamentales, et en particulier à prévenir les fluctuations constantes dans la demande de leur travail qui signifient des périodes de chômage et d'insécurité chronique. Ils ont réussi à atténuer les pires caractéristiques du système industriel par rapport à un siècle auparavant. Le syndicalisme a renforcé la position du travailleur en tant que négociateur, en sécurisant et en maintenant le taux standard et des conditions améliorées. Mais la grande majorité des salariés sont encore non protégés, sauf par la solidarité de classe et le sentiment public. L'État a reconnu l'importance du niveau de vie en accordant aux syndicats un statut légal par des clauses de salaire équitables dans les contrats gouvernementaux, par des pensions de vieillesse, des assurances santé et industrielles, l'arbitrage industriel et autres mesures similaires. Mais jusqu'à présent, l'État n'a pas accordé une attention ou un soutien adéquat aux droits du salarié et à un statut économique assuré. Pratiquement tous les salariés sont encore exposés aux dangers du chômage, aux hausses du coût de la vie, aux changements dans les méthodes de production, aux négociations individuelles avec les employeurs et aux accidents échappant à toute prévision humaine. La guerre a considérablement aggravé ces menaces pour le niveau de vie du travailleur. Petite parenthèse, tout ce dernier paragraphe est totalement valable en 2025. Puis, la guerre aussi qui fait monter l'inflation, tout ça reste valable aujourd'hui. Les changements dans les méthodes de production, la vaste extension de l'industrie des munitions, et en particulier l'utilisation de femmes et de travailleurs non qualifiés, ont produit un ensemble de nouvelles conditions qui nécessiteront le plus grand soin pour leur assimilation appropriée dans le nouvel ordre social. Nous ne pouvons pas revenir aux anciennes conditions, mais sommes-nous prêts à accepter les nouvelles ? Les syndicats ne peuvent que peu faire par eux-mêmes, pour résoudre les problèmes plus vastes de l'industrie. Prenons par exemple le problème du chômage. L'organisation de la production s'étend au-delà du champ d'action de tout syndicat, et en effet de toute nation. Organiser la production de manière à garantir un emploi régulier ne sera jamais tout à fait possible tant que l'industrie du monde entier ne sera pas suffisamment bien organisée et que le fonctionnement de la concurrence ne sera pas adéquatement contrôlé. Les fluctuations cycliques du commerce sont trop grandes et fondamentales dans le système actuel pour laisser espérer une amélioration mondiale dans un avenir immédiat. En dehors des influences naturelles des saisons et de la géographie, le système concurrentiel porte les employeurs à intensifier les booms et les dépressions en portant la production trop loin pendant une période de prospérité et en la restreignant trop pendant une période de dépression. D'immenses améliorations pourraient être réalisées par une meilleure articulation des industries, notamment dans l'attribution des contrats gouvernementaux. Beaucoup pourrait également être accompli par l'État en insistant sur le fait qu'une industrie soutienne entièrement son minimum de main-d'œuvre à un salaire régulier. Les dockers de Londres ont été classés depuis plusieurs années, une réforme qui les a extraits de la démoralisation vers des conditions relativement bonnes. Il a également été suggéré que l'État pourrait donner une prime à l'emploi régulier et pénaliser l'irrégularité en imposant une taxe à l'employeur pour l'assurance chômage suffisamment lourde pour qu'il ait intérêt à améliorer son organisation commerciale afin d'absorber les chômeurs et rendre sa demande de main-d'œuvre continue et régulière.
De nouveau, si chaque industrie devait maintenir son propre fonds de chômage séparé, toutes les entreprises de l'industrie seraient poussées à coopérer, afin d'administrer le fonds et de réduire leurs obligations au minimum. Ainsi, les industries qui améliorent leur organisation récolteraient les bénéfices de leur entreprise. Le principe selon lequel chaque industrie soutient ses propres travailleurs, tant employés qu'au chômage, me semble être une des réformes les plus immédiatement nécessaires de notre époque. Puisque les bénéfices cherchent leur justification sur les bases de la gestion et de la prise de risque, il est tout aussi justifiable de payer le chômage à partir des bénéfices. Il est assurément injuste de faire peser tout le risque de chômage sur le travailleur, tandis que l'État et l'employeur restent à l'abri. C'est un peu ça aujourd'hui encore, hein. Complètement même. 3. Les conditions sont différentes en Australie. Toute analyse du système social actuel sous un angle critique est susceptible d'être accueillie par la remarque « Mais ces choses ne se produisent pas en Australie. Le travailleur est beaucoup mieux ici. » Il est certes vrai que le travailleur australien bénéficie dans l'ensemble de meilleurs salaires et conditions que son homologue dans la plupart des autres pays, bien qu'il ne faille pas oublier que même avant la guerre, l'augmentation du coût de la vie avait annulé la plupart de ces avancées. Mais il est encore plus important de se rappeler que le niveau de bien-être du travailleur ne devrait pas être ce qu'il obtient réellement, mais ce qu'il devrait avoir en justice. En parlant de salaires relativement élevés, nous ne devons pas oublier de comparer les bénéfices australiens avec les salaires australiens. Lorsque nous évoquons les conditions australiennes avec satisfaction, nous devons également nous rappeler que les travailleurs ont conquis les réformes dont ils bénéficient face à une grande résistance. Elles ne sont pas venues comme un cadeau, comme un don. Si l'Australie est en effet le paradis des travailleurs que beaucoup déclarent, ce sont les travailleurs qui l'ont construit. Bien que le travailleur australien puisse être relativement prospère, il est toujours exposé aux accidents de la maladie et du chômage. Il est souvent imprévoyant, mais dans la plupart des familles, la marge entre le besoin et l'abondance est très étroite. Nous avons trop tendance à accepter comme notre norme le budget de la classe ouvrière de la famille qui est à l'aise, plutôt que celle qui est en difficulté. La reconnaissance de tous ces faits est tout à fait cohérente avec l'idée qu'un grand nombre de travailleurs manquent du sens de la responsabilité et que le syndicalisme a trop facilement adopté la lutte des classes comme excuse pour des actions mal pensées et violentes. Les moyens et les fins se sont tristement confondus dans l'esprit des dirigeants du travail et des membres de base. L'un des plus grands dangers de l'Australie est cette présomption légère et aérienne selon laquelle rien n'a d'importance tant qu'il gagne. Mais le vrai penseur s'efforce de reconnaître tous les faits et de les placer dans leur juste relation. Dans l'esprit des bien nantis, les défauts des travailleurs sont toujours proéminents. Ces droits sont trop souvent oubliés en contemplant ces défauts. Il est encore plus important, si nous souhaitons comprendre le travailleur australien, d'avoir une vue claire de son idée concernant sa position appropriée dans l'industrie. Bien que les formes les plus grossières d'oppression aient été éliminées des conditions australiennes, la personnalité du travailleur n'a pas beaucoup plus d'opportunités d'expression que partout ailleurs. Son estime de soi se sent blessée par la domination de sa vie quotidienne par son employeur. La discipline dans l'industrie est très essentielle, mais elle vient de l'extérieur. Les travailleurs sont souvent pleins de ressentiments méfiants et irresponsables, mais nous devons sympathiser avec leur désir d'être libérés du sentiment de dépendance totale à l'égard de leurs employeurs. Les gens sont perplexes face à l'agitation continue des travailleurs australiens. Ils oublient que les besoins de liberté ne peuvent pas être satisfaits simplement par des salaires relativement bons. Nous avons gagné la démocratie politique, mais la pleine liberté sera impossible sans démocratie industrielle. Le travailleur a gagné le droit à une part dans le gouvernement de lui-même par le biais de la législation. Il doit être éduqué à un plein sens des responsabilités, d'estime de soi et de devoir social, en gagnant une part dans le gouvernement de l'industrie. Le chemin est long et difficile, mais il doit être parcouru si la paix industrielle et la justice sociale doivent être établies de manière permanente. Je vous propose de finir ici avec la deuxième partie de ce livre, Le Nouvel Ordre Social de Meredith Atkinson. Peut-être à bientôt pour le chapitre 6, la lutte des classes. Y a-t-il une lutte des classes ? Voilà, vous pouvez retrouver le livre dans le lien en description. À très bientôt.